Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Tout de même, pour une femme comme celle-ci, il est plus facile de mourir que de s'entendre dire que l'on est devenu l'ami des ennemis de son pays sans protester. Elle mérite d'être sauvée, je la sauverai, se jura le reporter. À ce moment, le vieil Hauptmann, qui l'avait à sa droite, se pencha sur Rouletabille et lui dit « Avouez qu'on dit beaucoup de mal chez vous de notre empereur. Le monde ne connaît pas ce qu'il lapide. Savez-vous pourquoi Sa Majesté est venue dernièrement à Essen? Parce que les bruits commençaient à courir dans le monde que la fille de l'inventeur Fulbert y avait été maltraitée. Il a voulu se rendre compte par lui-même de la valeur de ces racontars. Et vous pouvez voir de vos propres yeux, si nous la soignons, la fille de l'inventeur Fulbert. Ah, tenez, on lui verse encore du champagne. Du vrai champagne de France, prise à Reims, qui ne peut pas lui faire du mal. Ah! L'empereur, voyez-vous, cher monsieur, si je ne craignais pas de me servir d'un terme anglais, mort à l'Angleterre, l'empereur est un véritable gentleman-like. Toujours gentleman-like. Aussi, on se ferait tuer pour lui. Moi, je suis un vieux bougre qui a porté déjà pour lui 3 fois mes os au marché. Mais il n'a qu'un signe à faire, et j'y retourne. Ma vieille carcasse lui appartient. C'est un gentleman-like. Passez-moi encore des choux rouges, et versez-moi de la sauce, et cessez d'écouter ce vieux radoteur qui va encore nous raconter ses campagnes. Et quand on dîne près de lui, votre tête vous fait mal, comme si on avait joué au quilles avec pendant 3 jours. Tous ces gens-là sont trop sérieux pour une petite fille comme moi. Une petite backfiche qui a été à Paris et qui sait apprécier la französische Frivolität. Il fut dit beaucoup d'autres choses aimables ou menaçantes dans ce repas de fiançailles. Fraulein Helena était rayonnante et l'excellent Richter ne cessait de la regarder avec des yeux attendris par le charme d'une carnation de rose et par le goût d'une toilette qui était à peu près de la même teinte que la carnation. Mettez sur tout cela des rubans bleus et ceignez une taille de déesse d'une ceinture dorée à boucles d'argent, agrémentée de petits cailloux du Rhin, et ne vous étonnez point que ce bon Richter fût si amoureux. Nous ne nous attarderons point non plus à énumérer les nombreux plats énormes qui furent convenablement nettoyés dans cette petite fête par des convives rendus très joyeux par les crus les plus appréciés de la vigne allemande et française, et aussi, il faut être juste, par la certitude du triomphe prochain de la culture. À ce point de vue, le délire patriotique ne commença de prendre d'intéressantes proportions qu'au dessert, et, comme il convient, à l'heure des toasts. Ceux-ci furent nombreux et pleins d'un esprit redoutable. Un régiment étant venu à passer sous les fenêtres du banquet, mit le comble à l'allégresse générale par l'écho du rythme précis et lourd des 1000 bottes qui, à la même seconde, battaient le sol de la vieille Germanie. Et comme presque aussitôt des centaines de voix entonnaient un chant guerrier et farouche, les convives entonnèrent eux aussi « L'Am Rhein, am deutschen Rhein », et cela bien entendu en levant les verres avec des gestes qui semblaient brandir des sabres. Le tout se termina par des rugissements « Russen kaputt! Engländer kaputt !» et des tas d'autres kaputt, parmi lesquels éclata naturellement le « Franzosen kaputt ». Rouletabille, très rouge, s'enfonçait les ongles dans la paume des mains, tout en regardant anxieusement Nicole qui lui parut un peu agitée. Puis vinrent les discours, les toasts. Enfin, on se leva de table et l'on se répandit dans les salons pour prendre le café et les liqueurs pour fumer de mauvais cigares. C'est ce moment-là
que Rouletabille attendait pour se rapprocher de Nicole. Dans le brouhaha général, il put la joindre dans un coin des salons et, se glissant contre elle, lui donna la petite fiole apportée par Vladimir et lui dit « Prenez ceci. Il y a de quoi endormir votre gardienne et Helena, si c'est nécessaire, et toute la famille Hans. 20 gouttes par personne suffisent. Mettez-en 30. » Nicole regardait Rouletabille sans faire un mouvement. « Mettez donc cette fiole dans votre poche. »« Tout à l'heure, on nous regarde. Vous n'avez plus rien à me dire ? Mais si. » Alors dites vite. Nous ne savons pas si nous aurons encore une occasion pareille. Eh bien, c'est pour cette nuit. À 3h du matin tapant. Vous quitterez la maison de Hans avec les vêtements, la mante et la capeline d'Helena. Vous vous dirigerez vers la maison de Richter. Si l'on s'intéresse à votre silhouette, n'y prenez point garde. Un rendez-vous d'amoureux le soir d'un déjeuner de fiançailles n'est fait pour étonner personne en Allemagne. Vous gravirez le perron, une fenêtre s'ouvrira, on vous introduira dans le petit cabinet de travail. Qui m'y introduira ? Vous ? Moi ou un autre. Je serai particulièrement très occupé. Laissez-vous conduire. Tout se fera par mon ordre. Si, à 3h30, vous n'êtes pas là, c'est qu'il se sera produit quelque chose d'inattendu qui vous aura empêché de sortir de la maison de Hans. Alors, soyez dans votre chambre. Je viendrai vous y chercher. Êtes-vous sûr de réussir ? Absolument sûr de réussir cette nuit, puisque de toute façon, j'ai votre engagement. Ah oui ? Car votre engagement tient toujours. Toujours. Et Nicole se mit à sourire à Rouletabille. Alors, tout à coup, le jeune homme devint d'une pâleur de cire et quitta Nicole. Il dut se détourner pour cacher son trouble visible car il venait de s'apercevoir que le général von Berg les regardait attentivement tous les deux. Il évita le général car peut-être dans ce moment-là le reporter eût-il été dans l'impossibilité de prononcer un mot. Ses pas hésitants à travers la cohue en liesse cherchaient Vladimir. Et quand il fut à nouveau près du Slave, c'est d'une voix si changée qu'il lui adressa la parole que Vladimir en fut tout de suite effrayé. « Que se passe-t-il donc ?» Écoute, Vladimir, écoute. Pourquoi la princesse Botosani n'est-elle pas ici? Elle n'était donc pas invitée? Mais si, elle était invitée. Rouletabille ne put dissimuler un mouvement de joie et les couleurs lui revinrent. Oh mon Dieu, est-ce bien possible cela? Tu en es sûr? Dis, tu es sûr de cela? De quoi? De ce que tu me dis, que la princesse Botosani était invitée. Mais absolument. Non seulement elle me l'a dit, mais encore, j'ai vu la carte d'invitation. Dieu du ciel, je reviens à la vie. Qui est-ce qui s'est occupé des invitations? Le général von Berg lui-même. Merci, tu ne sais pas le bien que tu me fais. Mais encore une fois, que se passe-t-il? Ça avait l'air de si bien aller tout à l'heure, je te regardais parler à Nicole, elle te souriait comme si elle était aux anges. C'est vrai, elle m'a souri. Entends bien cela, Vladimir. Cette jeune fille est sublime. Il n'est rien de plus beau, de plus héroïque au monde que Nicole. Et maintenant, tu vas me dire pourquoi la princesse Botosani, qui a été invitée, n'est pas venue au déjeuner de fiançailles. Tu avais donc bien besoin de lui parler? Moi, je ne la connais pas, et ne la veux pas connaître, et je ne lui aurais pas dit un mot. Alors ne regrette rien. Si, tout de même, je regrette beaucoup. Nullement, mais ce matin, alors qu'elle essayait une magnifique toilette qui devait la faire la reine de la fête, car elle veut toujours être la première partout, elle a reçu l'ordre de se rendre à un déjeuner d'affaires où doivent se rencontrer un envoyé spécial d'Enver Pacha, un représentant de Wilhelm Strasse et un autre grand personnage dont elle n'a pas voulu me dire le nom. Les couleurs de Rouletabille avaient à nouveau disparu. Étrange, fatale coïncidence. Et il se passa une main sur le front où perlait une sueur glacée. Il s'éloigna un instant de Vladimir et vint rôder autour de Nicole. Celle-ci l'aperçut, passa près de lui et lui dit « Je compte sur vous. Je tiens toujours mes engagements. Tenez les vôtres. » Et elle s'était reprise à sourire comme on sourit aux anges. Rouletabille s'était laissé presque tomber sur un vaste fauteuil de cuir. Il resta là, la tête enfouie dans les mains pendant quelques instants. Puis il se leva, rejoignit Vladimir dans un coin d'ombre où ils purent bavarder sans être dérangés pendant 5 minutes. Quand ils sortirent tous deux de cette ombre-là, ils étaient aussi pâles l'un que l'autre. Nelpas Pacha alla saluer von Berg. Helena
et Richter, leur demandant la permission de se retirer car ils se sentaient un peu souffrants. En considérant la mine du représentant d'Enver Pacha, les autres n'eurent aucune peine à le croire. Il prit donc congé, et comme il traversait un petit salon qui conduisait au grand escalier d'honneur, il se trouva entre deux portes, face à face, avec Rouletabille. « Embrasse-moi. Nous ne nous reverrons peut-être plus jamais. » Vladimir l'étreignit avec plus d'émotion encore qu'il ne l'avait fait à Paris. « Tu diras adieu à la candeur !» Sans tourner la tête, Vladimir s'élança vers l'escalier. « Pauvre la candeur. C'est moi qui l'ai amené ici. » Et, du bout des doigts, il essuya une larme, une grosse larme qui coulait sur sa joue. Puis il rentra dans les salons, où, bientôt, il étonnait Richter lui-même par la haute autorité avec laquelle il expliquait à quelques spécialistes ses conceptions personnelles sur la fabrication des machines à coudre. Chapitre 19. To be or not to be. La neige tombe à Essen. Cela fait aussi partie de l'enfer, le froid. Nuit glacée chez Krupp. Nuit noire et blanche. Noire de tourbillons de fumée, blanche de tourbillons de neige. Un vent furieux mêle tout cela. Plus qu'aucun autre coin de l'usine, le commando de Richter disparaît dans cette ombre sinistre et mouvante tachée de blanc, car les bâtiments qui en dépendent ne s'embrasent point des lueurs intermittentes et fulgurantes sorties des creusets et des forges des ateliers de guerre. Derrière les bureaux de l'ingénieur se trouve une petite cour déserte, utilisée uniquement par les services particuliers et domestiques de Richter et de sa famille. Or, voilà qu'une fenêtre donnant sur cette cour s'ouvre, et qu'une ombre se laisse glisser sur le tapis de neige dont la pâleur est à peine visible dans les ténèbres épaisses gardées par les hauts murs. Cette ombre vivante est-elle ombre d'homme ou ombre d'animal ? Telle une ombre de chien, elle se promène à quatre pattes dans la neige. Elle va, vient, longe le mur, semble sentir la terre comme une bête de chasse respire une piste. Puis elle se redresse contre le mur. Décidément, c'est une ombre d'homme. Une corde est lancée par l'homme au-dessus du mur, et cette corde doit être munie d'un grappin qui s'est accroché à quelques saillants, à quelques barres de fer sérieusement repérées. Car du premier coup, la corde ne cède pas sous la main qui la tire, et elle soutient le corps qui s'en sert aussitôt pour l'escalade. Le mur est vieux, et sous les pieds agiles qui le prennent pour point d'appui, quelques gravats s'en détachent et viennent rouler dans la neige. Mais sans doute l'ombre ne trouve-t-elle point cette déprédation suffisante, car, sitôt arrivée sur la crête du mur, elle en détache quelques morceaux qui tombent dans la cour et hors de la cour. Puis l'ombre disparaît hors de l'enclos après avoir rejeté la corde de l'autre côté du mur. Quelques minutes passent. Maintenant, la corde est rejetée dans la cour et l'ombre, revenue, se laisse glisser jusqu'au sol. L'homme, après quelques gestes bizarres, redevient animal. Et, à quatre pattes, retourne à la fenêtre d'où il est parti, mais à reculons. Arrivé à cette fenêtre, il rentre dans la maison de Richter. Il se heurte à une autre ombre qui lui demande « As-tu encore besoin de mes souliers ? Bonsoir, moi je grelotte. Et pour notre affaire, s'agirait pas d'attraper un rhume de cerveau. » « Voilà tes godilles, pleure pas. » répond Rouletabille en se débarrassant les mains des énormes chaussures dans lesquelles elles étaient entrées et qui lui avaient servi sur la neige à créer, de compagnie avec les siennes, une visible piste dans le dessein évident de faire croire au passage d'une petite troupe de fuyards par un chemin que les jeunes gens n'avaient certainement pas l'intention de suivre. « Et le chef de magasinage ?» demande à voix très basse Rouletabille, tout en travaillant avec un pic dont il se sert comme d'une pince Monseigneur, à forcer tout doucement une porte, opération sans doute nécessaire pour faire croire à la fausse piste. « Le chef de magasinage ?» répète Lacandeur tout en remettant ses souliers avec un gros sourire de satisfaction. « Bon, c'est pour lui qui nous dénoncera. »« Tu as tué Lasker ?»« L'a bien fallu. Il m'a trouvé en face des caisses et s'est trop intéressé à ma besogne. M'a posé des questions qui m'ont troublé. Tellement troublé, mon vieux,
que j'ai été obligé de m'y reprendre à 3 fois pour qu'il me questionne plus jamais. Depuis le sergent des pompiers, j'ai le poignet foulé, tu sais. Et où as-tu mis le cadavre? Bah justement, je savais pas quoi en faire, moi. L'aspiration, c'est pas mon fort. Je l'ai caché en attendant sous un monceau de papillotes. Mais ils le découvriront tout de suite, malheureux. Tu dis que Lasker ne nous dénoncera pas? Tu n'as donc pas réfléchi que son cadavre nous dénoncera, lui, et nous serons repris avant d'être sortis du magasin? Oh bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Écoute,